Alors, je disais que sans ces personnes-là, la connaissance ne peut pas être comprise et ne peut pas être capitalisée. Donc, un système de référence désigne le système de transformation des flux entrants en flux sortants, en flux extrants, qui répond à une finalité donnée avec ses quatre composants, comme vous les voyez ici, donc système opérant, système d'information, système de décision, et puis patrimoine de connaissances ou bien un système de connaissances. Le modèle, il s'appelle un modèle OIDC, donc O pour opérant, I pour information, D pour décision et C pour patrimoine de connaissances. Il est caractérisé euh, par la mobilisation d'un certain nombre de connaissances et de savoir-faire en vue d'un objectif bien déterminé. Et donc, ce qu'on essaie de faire, donc, le modèle, comme vous le voyez ici, permet d'identifier, de caractériser les connaissances et les flux cognitifs d'un système et réaliser ainsi une première cartographie de connaissances. C'est ce qu'on appelle une phase préliminaire de modélisation dans masque. Donc, autrement, c'est la première phase que vous devez faire dans votre projet de livre de connaissances, de réalisation de livre de connaissances. Donc, il faut d'abord définir et délimiter le système sur lequel on désire travailler. Et cette modélisation n'est pas toujours nécessaire. Parfois, il est intuitif, certes, mais il est important. Tout comme lorsque vous voulez modéliser avec UML, vous faites un diagramme de contexte. Lorsque vous voulez faire Meurize aussi, vous faites un diagramme de flux ou un diagramme de contexte, c'est la même chose. Et donc, comme vous le voyez ici, on relie chaque partie du système avec le système de connaissances. Donc, la première étape consiste en la définition précise des intrants et des extrants, de chaque partie du système d'information vers le système de gestion de connaissances. C'est en fait cela qui conditionne la première approche du système dont le patrimoine de connaissances il est à gérer. Cette définition ne peut se faire qu'à travers l'explication d'une finalité du système qui est choisie comme référence, donc là où on veut arriver. Toute la suite des modélisations se fera en respectant cet état final, donc cette connaissance à laquelle on veut arriver, cette voiture qu'on veut acheter, cette recette qu'on veut réaliser, cette roue qu'on veut changer, etc. Alors, dans le système opérant et le système de décision, on identifie ensuite des acteurs. Des acteurs qui participent à l'enrichissement ou l'utilisation du patrimoine de la connaissance, forme de ce qu'on appelle des agents cognitifs. Il y a des agents cognitifs au niveau du système de décision à partir desquels on va collecter de la connaissance. Il y a des agents cognitifs au niveau du système opérant à travers lesquels on va collecter de la connaissance. Cette appellation est connectée dans le domaine bien sûr de la recherche à des agents intelligents qu'on peut programmer éventuellement. C'est comme si on est en train de dire je veux remplacer cette expertise au niveau du système de décision par un système intelligent et voilà ce que ce système intelligent va faire. La même chose pour un système opérant. Donc, donnons par exemple un exemple classique. Je veux remplacer mon hôtesse d'accueil avec un chatbot qui va faire l'affaire. Et donc, elle va poser certaines questions au client, des questions d'ordre général, et il va lui donner des réponses genre information. Des réponses informationnelles. Et donc, automatiquement, je peux capitaliser toute l'information, toute la connaissance que cette personne-là, que cette hôtesse d'accueil, il fait, et je programme un chatbot. Donc, automatiquement, la personne, il vient, il se connecte à une tablette ou bien via son smartphone dans le site web de la compagnie. Il va poser ces mêmes questions et cette tâche de réception, de premier enregistrement et tout ça, elle est faite. Okay, donc je disais que le terme d'agent cognitif est pris au sens large. Il peut s'agir bien sûr de personnes physiques pour remplacer l'ancienne hôtesse par une nouvelle, mais aussi matérielle, comme je viens de le dire. Alors, en plus de ces désignations, un agent cognitif est caractérisé par des attributs, par un rôle, par des informations consommées, par des informations produites, par des connaissances utilisées, par des connaissances apportées. Les informations sont exprimées à partir d'éléments qui sont matérialisables comme des documents, des données électroniques, et les connaissances sont ainsi expérimentées à partir des savoirs et des savoir-faire, et parfois c'est des savoir-être. Et donc,
cette question de savoir-être, on va la rappeler lorsqu'on va parler des types d'agents cognitifs qu'on peut mettre en place. Et croyez-moi, aujourd'hui, les environnements techniques technologiques, IBM Watson par exemple, il vous permet de choisir quel type de chatbot vous voulez faire pour quel contexte. Et donc là, on choisit même le savoir-être. Si on est dans un domaine sérieux, on choisit plutôt un ton qui est sérieux. Et là, si on est à l'accueil d'un hôtel ou bien d'un établissement, on fait plutôt une belle voix féminine, accueillante, etc. Et voilà. Donc on a aussi l'aspect savoir-être. Et les informations identifiées sont placées dans le système d'information. Alors, il y a un input, output du système d'information vers le système de connaissances. Donc, c'est les éléments intrants et c'est les éléments extrants. Et ces connaissances-là, donc les informations identifiées sont placées au niveau du système d'information et bien sûr, ils doivent être en cohérence avec les éventuelles autres sources d'information. Il faut qu'il y ait une harmonie entre système d'information et système de gestion de connaissances. Et les connaissances constituent ce qu'on appelle le patrimoine. Et cette méthode est un bon moyen d'identifier la connaissance. Alors, pour cette partie-là, on peut avoir de nombreux détails qui peuvent être utiles et regroupés en classe générale, créer une classification avec un sommaire, et bien sûr, toujours en pensant à l'aspect tacite implicite. Ce sont les éléments les plus génériques qui figurent sur les schémas synthétiques. Et il peut être de même pour les agents. On peut même représenter sur un OICD, on peut représenter aussi les agents. Alors là, juste quelques précisions par rapport à cette action de système de connaissances avec ce système de référence. Donc, le système est une vue de l'esprit. Il ne se limite pas à l'organisation observée, mais à tout ce qui contribue à l'activité. Donc, par exemple, les organisations qui sont émettrices de lois ou de normes, par exemple ISO, I3E, quelque chose comme ça, ne sont pas dans l'organisation. L'entreprise, l'administration, l'équipe ne sont pas représentées. Mais ils agissent indirectement en contraignant l'activité et sont donc dans le système. Donc ce principe peut se décliner dans la formalisation de tous les sous-systèmes, y compris les systèmes opérants lorsqu'un fournisseur est concerné ou pas. Là, vous savez ça très bien lorsque vous faites dans le diagramme des cas d'utilisation UML, vous faites un acteur qui est secondaire. C'est exactement la même chose. Donc, un acteur secondaire, ce n'est pas un acteur qui déclenche un cas d'utilisation, mais par contre, c'est un acteur qui est indispensable pour l'action ou bien pour l'activité de l'entreprise. Aussi bien donc les entrées et les sorties du domaine qui délimitent l'étude, par exemple une activité, faire du café, peut avoir en sortie un café ou un café bu et vaisselle propre dans le deuxième cas. Et les modèles suivants devront décrire l'activité, laver la cafetière et les tasses. J'espère que vous m'avez compris sur ce point-là, c'est-à-dire dépendamment de ce que vous avez fixé comme système de connaissances, comme problème résolu. Donc, dans le cas de la préparation du café, le problème résolu, café réalisé ou bien café effectué. Si c'est ça la finalité, donc tout ce qu'il faut décrire, c'est le processus de création de café. Par contre, si en résultat, je veux du café qui est bu et vaisselle qui est propre, alors dans ce cas-là, il faut mettre en place des modèles qui devront décrire l'activité aussi de comment laver la cafetière et comment laver la vaisselle et comment boire le café aussi peut-être. Okay. Voilà, donc le système, si on veut récapituler, donc le système de référence, c'est un système que vous devez absolument faire. C'est un diagramme, exactement, c'est un diagramme de contexte avec des agents entrants et sortants et des flux. Il répond à une finalité donnée. Donc, il faut se fixer le problème. Qu'est-ce qu'on veut? Quel problème? Quelle connaissance on veut gérer? Quel problème on veut résoudre avec cette connaissance? Et il faut penser au système opérant, au système d'information, au système de décision et les reliant chacun à part entière avec le système de gestion de connaissances. Donc, ce que contient un OIDC, on voit ensemble un exemple de OIDC. Voilà, donc c'est la tenue de caisse dans une station ou bien la gestion de caisse dans une station. Donc, j'explique ce modèle OIDC. Donc là, on a
système de décision, système d'information et système opérant. Et là, on a le patrimoine de connaissances approprié. Alors, comme vous le voyez, au niveau du système de décision, on a le hôte de caisse ou bien le gérant. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Et bien sûr, il y a les clients aussi. Aussi, ils sont décideurs d'une façon indirecte. Il contacte par téléphone et il a une présence qui est occasionnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur place tout le temps. Alors, pour cette personne-là, les connaissances relatives au hôte de caisse, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit maîtriser le fonctionnement des caisses, les modalités de paiement, les éléments de lavage, de point de vue bien sûr managérial, le monitoring de la pompe, les TVA associés aux produits de la boutique. Donc ça, c'est des connaissances qui sont relatives aux hôtes de caisse. Passons maintenant au système d'information. Donc, on a le moniteur de pompe, donc la personne qui alimente les voitures et les véhicules en gasoil. On a les clients et on a les consignes informelles, à savoir des personnes qui sont autour pour faire de la surveillance, pour faire d'autres tâches. OK? Donc, dans ce cas-là, on a besoin de gérer donc, quelles connaissances on veut gérer. Donc, gestion de l'outil de paiement, utilisation efficace et pertinente des caisses, utilisation de la fiche de session, donc par rapport aux agents de pompe, savoir quel client était à quelle pompe, savoir quand faire une sortie de caisse, changer la bobine de papier, intégrer l'encaissement dans un processus global et gérer aussi les incidents par rapport à ces consignes informelles, à savoir le vol, le problème de clientèle, etc. Donc ça, c'est par rapport aux connaissances relatives au système d'information. Si on passe au système opérant, on va trouver l'hôte de caisse avec le client, le moniteur de pompe, avec la caisse totale, la caisse TVA et les fiches de session. Alors, dans ce cas-là, il faut gérer, il faut penser donc la connaissance à instaurer ou bien la connaissance relative à ce système-là. C'est possibilité de donner des explications et des informations, politesse, accueil, accessibilité, disponibilité par rapport aux caisses, bien sûr la vigilance par rapport aux différentes activités de paiement et la gestion des tâches qui sont simultanées. Par exemple, parfois on a un hôte de caisse qui fait d'autres tâches. Par exemple, en même temps, il est hôte de caisse, mais en même temps, il prépare des petites consommations, il prépare un café, il détient. Et donc, il faut regrouper toutes les connaissances relatives à... Là, on voit un petit peu la chose comme étant une cartographie des compétences, quoi. Des compétences des personnes qui peuvent occuper ces postes-là. Et bien sûr, en voulant automatiser la chose ou bien en voulant remplacer ou recruter une nouvelle personne qui va occuper le poste, il faut que cette personne-là, il détient ces connaissances qui sont décrites au niveau du patrimoine de connaissances, mais on est resté très générique. Donc là, c'est des flux qui sont très génériques.